Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Marine! Salut Gauthier! Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast. Comme tu le sais, puisque tu me l'as dit avant qu'on enregistre, tu as déjà écouté des épisodes, on va un peu parler de ton parcours, découvrir qui tu es, d'où tu viens, et puis après on va parler de ton travail d'UX researcher chez Algolia, et un peu savoir ce que tu fais là-bas et comment tu travailles, et on va apprendre à te découvrir. Mais avant tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Marine Dias, je suis actuellement Senior User Researcher chez Algolia depuis un peu plus d'1 an. Et avant ça, donc ça fait 4 ans et demi que je fais de la User Research aujourd'hui. Avant ça, j'étais en agence, j'ai fait un peu de freelance. Et voilà. Et voilà. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours, comme je te le disais, parce que avant de faire du freelance et de la recherche, tu as fait une école de commerce. Et je vais te poser une question à laquelle j'ai plus ou moins une réponse, parce que moi aussi j'ai fait un peu le même parcours que toi, mais c'est comment t'en es venu à travailler dans le design? Par hasard. Comme beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce hasard est tombé? Oui. En sortant d'école, j'ai commencé à travailler à la Défense, en conseil. D'accord. Et c'était une expérience douloureuse, à laquelle j'ai rapidement mis fin, et je cherchais juste des gens sympas avec qui travailler et avec qui faire des choses qui avaient un peu de sens, un peu plus de sens que ce que je faisais là-bas. Quand je suis partie de la Défense, on m'a dit « Bon courage, tu trouveras jamais ». Et en fait, je suis tombée sur 2 personnes, Patrick et Geven, qui montaient une agence de design. Je savais pas du tout ce que c'était le design à l'époque, pour être honnête. Et ils m'ont dit il nous faut quelqu'un, t'as l'air pas trop bête, t'as l'air de poser des bonnes questions, on va t'apprendre à devenir user researcher. Donc vraiment, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais juste que le projet me plaisait et les gens me plaisaient. Et je pouvais être moi pendant que je faisais mon métier. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à faire de la user research, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que le design. Et cette agence était vraiment en construction quand je suis arrivée, elle a grandi assez vite. Et donc rapidement, je me suis retrouvée aussi dans la position d'expliquer à des nouveaux arrivants ce que c'est que la user research, qu'est-ce que je fais, et puis comment est-ce qu'eux ils peuvent le faire. Et donc je suis tombée dedans comme ça. Trop bien, parce que t'en as parlé assez rapidement, t'as fait du conseil, j'ai regardé un peu ton parcours, t'es passé chez Michelin en ingénierie industrielle, oui. T'as fait de la growth, t'as fait de l'analyse VC. Oui. Tu as fait plein de choses, en fait, ce qui est hyper intéressant. Et donc, en fait, tout ça, on va dire, ça t'a pas servi. Et on t'a juste... Je trouve ça hyper intéressant parce que tu as commencé la recherche en 2016, si je me trompe pas. Oui. Donc, ce qui est très proche et en même temps très loin dans le milieu du design, puisque c'était encore quelque chose d'assez mal compris. Et je pense qu'on va en reparler, mais la recherche est encore assez mal comprise aujourd'hui. Et du coup, c'est hyper intéressant de... Enfin, comment dire? C'est hyper intéressant que tu aies commencé comme ça, en fait. Et toi, en fait, on est vraiment venu comment tu as fait pour démarrer dans ta boîte? On est juste venu te dire, tu vas faire de la recherche, et tu t'es dit, OK, ça s'est vraiment passé comme ça, oui. En fait, toutes les choses que j'ai faites avant ne m'ont pas servi. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais le côté école de commerce, je trouve que ça apporte un volet très gestion de projet que tout le monde n'a pas dans les équipes design aujourd'hui, parce qu'on n'apprend peut-être pas trop ça dans les écoles de design. Enfin, je sais pas, j'y suis pas allée. Mais et aussi, typiquement, tu mentionnais le fait que... Travailler chez Michelin, c'était plus pour apprendre à parler portugais et voyager, mais par exemple, mon expérience, c'était des stages, mais mon expérience en VC, c'était aussi une bonne façon de comprendre l'écosystème startup, comment ça fonctionne, une petite boîte qui se crée, et ça m'a beaucoup servi après, et ça me sert encore aujourd'hui. C'est juste de comprendre ce milieu-là, et qui est le milieu dans lequel la tech se développe le mieux et dans lequel on travaille. Donc, oui,
Enfin, vraiment, tout le mérite revient à ces deux mecs qui m'ont embauché à ce moment-là et qui m'ont dit, qui ont été hyper ouverts et qui se sont dit que je ferais bien le job et qui m'ont appris vraiment tout from scratch. Alors, je pense que pour devenir researcher, souvent on dit qu'il faut un background un peu en sciences sociales. Donc, j'ai fait de la philo, mais j'ai fait de la philo après avoir commencé à devenir researcher. Et je pense que ça peut servir, mais enfin, je pense aussi qu'il faut avoir une forme de... Comment dire ? Je sais pas, je devais être curieuse, je devais poser des questions et ils ont su aller tirer chez moi les choses qui faisaient que j'allais bien apprendre le métier, mais vraiment, c'est vraiment par hasard, quoi. Trop bien. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop ton métier, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un ou une user researcher ? Oui, alors, il n'y a pas une définition, mais je vais donner la mienne, à laquelle j'ai un peu réfléchi. En gros, mon métier, c'est d'aider les équipes produits à faire des produits utiles, utilisables. Donc, pour ce faire, je vais déployer tout un tas de techniques, de méthodes de recherche qui vont me servir soit à découvrir des nouveaux usages, soit à vérifier ou à comprendre des usages actuels, pour ensuite en faire des rapports et donner ça en nourriture aux équipes produits, donc aux designers, aux PM, aux développeurs qui vont travailler sur des outils, des services, et pour qu'ils le fassent d'une façon pertinente pour leurs utilisateurs. Pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire que je travaille avec et pour les équipes produits, parce qu'on entend souvent que le user researcher, c'est celui qui est là pour écouter les utilisateurs. Alors oui, c'est vrai. Il y a de ça. Enfin bon, il y a aussi regarder dans les données comment ils naviguent dans une app ou dans un truc comme ça. Donc là, on écoute moins, mais on regarde des signaux, des traces qu'ils laissent. Mais je pense que c'est avant tout, la finalité de ça, c'est avant tout de faire des produits qui marchent. Donc c'est... Super. Je pense qu'on va en reparler sur ton expérience chez Algolia, mais avant, j'avais une question qui était plus par rapport à ton expérience justement en agence. On en parlait avec Jonathan de Maze, que j'ai reçu dans un des épisodes. Lui aussi travaillait en agence et me disait que le truc qui réussissait le moins bien à vendre, c'est la recherche. Et toi, tu arrives dans une agence où on te recrute et où tu deviens UX Researcher dès le début. Donc j'ai une question toute simple, c'est comment vous faisiez, vous, pour réussir à vendre la recherche à des entreprises. J'ai regardé les entreprises pour lesquelles vous aviez bossé, c'est Thales, la CCI Île-de-France, AXA, BPI, Orange, plein de grosses boîtes, de grosses entités pour lesquelles normalement on a du mal à vendre de la recherche. Comment vous avez craqué le truc ? La réponse courte, ce serait, il y a peut-être beaucoup de magie. C'est peut-être la magie de Patrick, qui est la personne qui m'a appris à faire ce métier-là. Mais enfin, pour être la réponse longue et plus consistante, ce serait de dire qu'on ne vendait pas de projet sans recherche. Et donc, par ailleurs, je pense qu'on proposait des missions, on avait une analyse des situations. En agence, on vend des projets, donc on analyse des problèmes et on dit comment on veut les résoudre, et puis après, ça convainc ou pas. Et en fait, c'est juste que nous, systématiquement, on avait une phase de recherche et que on pliait pas dessus. Et en fait, petit à petit, ça prenait. On faisait beaucoup de pédagogie aussi sur à quoi ça sert, pourquoi c'est important. Et une chose qu'on a fini par un peu systématiser, c'était aussi l'idée de leur apprendre à faire ça et que ça avait un intérêt pour eux d'apprendre à faire de la recherche et plus globalement d'apprendre à faire ce qu'on va dire, enfin tout ce qui va être du design thinking, qui peut être un peu controversé, mais c'était aussi, on leur apprenait aussi une nouvelle façon de travailler. Et donc je pense que ça aussi, ça marchait bien. Un autre aspect, un troisième aspect peut-être, qui est donc premier, systématiquement, ça faisait partie de la mission, on le faisait pas si on nous disait de skipper la recherche. Deuxième point que je viens de mentionner, c'est le fait qu'on leur apprenait aussi une nouvelle façon de travailler. Le dernier point, c'est que il n'y avait pas un rôle de user researcher en particulier, c'est-à-dire que je faisais pas que ça. D'accord. J'avais un peu aussi une rôle de PM, et donc je veux dire, dans la mission, ils avaient besoin de PM, et donc s'ils avaient besoin de PM, ils m'avaient moi, et s'ils m'avaient moi, il se trouve que je faisais la recherche aussi, et que c'était comme ça. Et donc, c'est un autre truc aussi, en agence, donc il y avait des PM et des designers,
et tout le monde était censé savoir faire de la recherche. Donc tout le monde ne savait pas faire, mais il y avait régulièrement des formations et des rendez-vous et des choses qui se mettaient en place pour qu'il y ait de la montée en compétences en interne, avec cette idée que... Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas chez Algolia, mais en agence avec cette idée que tout le monde devait... que la recherche était quelque chose qui venait nourrir le travail de tout le monde et que tout le monde devait être impliqué là-dedans. D'accord, donc si je comprends bien, là, dans votre agence... c'est toi qui faisais cette montée en compétences auprès des gens, de leur expliquer qu'est-ce que c'est la recherche, à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire? Oui, on a mis en place. J'animais je fais beaucoup de veille. Enfin, je lisais beaucoup, je faisais beaucoup de veille. Et donc déjà, je partageais beaucoup toute cette veille-là que je faisais sur le sujet. Et après, on a organisé une vraie journée de montée en compétences, mais c'était plus des conseils par-ci par-là et des rendez-vous réguliers pour faire des partages un peu de quelles sont les recherches en cours en ce moment dans l'agence, les problèmes qu'on a rencontrés, comment est-ce qu'on les a résolus, comment est-ce qu'on les a pas résolus, qu'est-ce qu'on a appris. Et du coup, je coordonnais un petit peu le partage d'expériences autour de tout ça et je donnais des conseils sur les recherches en cours. Et ça, tu le partageais avec vraiment tout le monde dans la boîte? Et j'imagine que vous aviez des commerciaux. Même avec les commerciaux, vous partagiez ça ou c'était plus au sein de l'équipe, on va dire, créative? Les commerciaux, c'était les partenaires, donc ils étaient impliqués dans les missions comme... Enfin, on n'avait pas vraiment un rôle de commercial qui faisait que du commercial. D'accord. Oui, c'était partagé à toute l'équipe. Après, par exemple, les points de retour d'expérience, points de partage ne venaient que les gens qui avaient des recherches en cours ou les gens qui explicitement voulaient monter en compétence sur le sujet. Après, systématiquement, moi, je partageais... je faisais un récap et le récap, je l'envoyais à tout le monde. C'est bien que tu lis ou tu lis pas tes mails, mais oui, c'était partagé à tout le monde. Je sais que tu as écrit pas mal d'articles aussi. À ce propos-là. Je les mettrai dans la description de l'épisode parce que ça m'a servi aussi à préparer cet épisode et je trouve que tout ce que tu as écrit est très intéressant, surtout pour les personnes qui veulent apprendre la recherche et qui découvrent petit à petit ce secteur. Après 3 ans, si je ne me trompe pas, tu décides de partir pour Algolia. Pourquoi ? 2 raisons principales. La première, c'est je voulais, pour le dire grossièrement, je voulais passer la user research à l'échelle. C'est-à-dire que je voulais construire une relation avec les utilisateurs, je voulais apprendre qu'ils étaient sur le long terme et je voulais être capable de suivre des usages et de suivre des gens. Et en agence, c'est génial parce que tu vois plein d'users différents, plein d'usages différents parce que des services, des produits qui changent, des contextes de boîtes qui changent, mais tu changes tout le temps. Et donc, tu peux pas, t'as pas une relation avec certains users, tu deviens pas expert un peu d'un sujet. Et ça me manquait un peu. Je voulais un peu creuser un truc. Aussi, créer une relation plus forte avec les équipes produits et de vraiment faire partie d'une équipe produit et dire, à la fin de quelques années ou quelques mois, en tout cas, ça, c'est mon bébé. Enfin, j'ai participé activement à construire l'expérience de ce produit-là. Et voilà. Donc ça, c'était le premier point. C'était un peu changer de perspective. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour pas dire ça comme ça, mais je veux dire, c'est génial aussi d'avoir une vraie diversité et voilà, c'est juste à ce moment-là, je voulais voir autre chose, je voulais voir ce côté-là. Et le deuxième point, c'est que je te disais tout à l'heure que j'ai fait de la philo aussi. Et j'ai fait de la philo en parallèle de l'époque où je travaillais en agence, pardon. Et, le lapsus. Ouais, je vivais en agence. Non, mais c'était une très belle expérience. Et j'ai fait un mémoire en particulier sur l'impact. C'était un mémoire en philosophie politique et éthique, et c'était sur l'impact, pour le dire vite fait, de l'intelligence artificielle et sur nous. Du coup, c'était d'un point de vue éthique. Et qu'est-ce qu'on peut leur faire à ces intelligences artificielles-là. Et donc, j'ai pas trouvé grand-chose parce que c'est un sujet difficile, mais c'est un sujet qui m'a un peu introduit à ça et que je trouvais très intéressant. Et je voulais rejoindre une équipe plus technique. Je voulais mettre un peu les mains dans le cambouis et du coup travailler avec des équipes qui faisaient de la R&D sur des sujets comme ça. Ce que j'ai trouvé chez Algolia, parce que j'ai travaillé et je travaille encore avec la squad qui développe toutes les features AI d'Algolia. Et donc à ce titre-là, je suis servie. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Algolia, c'est une société qui a été fondée en 2012 et qui permet en fait à n'importe quelle entreprise de rajouter sur son site internet une recherche pour pouvoir aller fouiller, par exemple Decathlon qui vous utilise. J'ai besoin de chercher une paire de chaussures, je tape dedans, c'est le moteur de recherche d'Algolia qui est derrière. Oui,
Est-ce que j'ai plutôt bien résumé? Oui, c'est ça. Ok, super. Avant qu'on parle de toi et de ton travail, est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'Algolia dans le détail, qui est combien vous êtes aujourd'hui, dans combien de pays vous vous trouvez, dans combien de pays vous avez des clients et dans combien de pays vous travaillez? Parce que je sais que vous êtes disséminés un peu partout dans le monde. Et que tu nous parles un peu du produit. Tu nous as parlé de ta squad, mais qu'on voit un peu plus l'ensemble du produit tel qu'il est. Ok. Alors, je pense qu'on doit être 300 et quelques maintenant. Je veux pas dire de bêtises, mais il doit y avoir au moins 150 développeurs, enfin une équipe product development, donc l'équipe produit et les développeurs qui comptent pour une bonne part des effectifs. On a le bureau principal qui est bureau principal parce que le plus gros en fait, et qui a tous les développeurs, toute l'équipe produit qui est à Paris. Ensuite, on a le siège à San Francisco. On a d'autres bureaux aux États-Unis. On a Atlanta, on a New York. J'espère que j'en oublie pas. On a un bureau à Londres et on a aussi un bureau à Tokyo. Je crois qu'il y a une personne, je sais pas. Après, pour ce qui est de où sont nos clients, vraiment un peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, en France, en Inde, mais vraiment un peu partout. Okay. En Australie. Enfin, je vais pas tous les faire. Pas de souci. Et la fin de ta question. Ma dernière question, c'était comment est divisé votre produit pour bien comprendre, parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'une barre de recherche. Ça, c'est ce que nous, on voit. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, derrière la barre de recherche, il y a une dizaine de squads qui s'occupent chacune d'un morceau différent, parce qu'en fait, c'est un produit technique assez complexe. Donc, on va avoir... donc, je mentionnais la squad qui s'occupe de la R&D, de tout ce qui va être les features AI. Il y a la squad d'analytics. Il y a la squad qui s'occupe de tout ce qui est personnalisation. Il va y avoir la squad qui s'occupe de tout ce qui est NLP. Et donc, NLP, c'est-à-dire? NLP, c'est Natural Language Processing. Enfin, je dois peut-être mal le dire, mais en gros, c'est tout ce qui s'occupe du traitement de texte et de comprendre ce qui est dit, ce qui est tapé et qu'est-ce qu'on renvoie. C'est tout ce qui va être lié à la relevance textuelle, à la pertinence textuelle. Ok, très clair. Et au sein de toutes ces squads, comment... Je vais peut-être d'abord te poser une autre question. Toi, tu appartiens à l'équipe design ou tu es dans une équipe encore? Alors, historiquement, la recherche et le product design vivaient à côté. Aujourd'hui, on a un directeur of Product Design and Research qui s'occupe des deux équipes. Mais on est enfin, c'est vraiment une équipe sœur, on est très très proches et je travaille beaucoup avec les product designers. Ouais. Ok, du coup, toi aujourd'hui, tu travailles avec les product designers. J'ai cru comprendre que tu avais une collègue qui était aussi à San Francisco. Oui. Donc, est-ce que c'est la seule personne qui est à San Francisco dans l'équipe design ou est-ce que... En fait, j'aimerais bien comprendre comment vous travaillez au sein du design, vous, les researchers. C'est une très bonne question. On est je sais pas, 6-7 product designers, 2 user researchers et en face, il y a, je sais pas, une douzaine de PM. Donc, comment est-ce qu'on travaille? Donc, les designers sont affectés à une squad. Et donc, travaille main dans la main avec un PM et des PM qui n'ont pas de designer, du coup, si on fait les maths tranquillement. Et ensuite, la user research, donc Marlene et moi, Marlene qui est à San Francisco, on se répartit les besoins en recherche qu'il y a dans les différentes squads. Et donc, oui, effectivement, elle, c'est la seule qui se trouve aux États-Unis dans l'équipe design, mais aussi dans l'équipe produit. Ce qui peut être un peu difficile pour elle, peut-être, mais surtout, ce qui a un vrai avantage, parce qu'on a quand même... notre siège qui est là-bas, on a pas mal de clients, la grosse majorité de nos clients sont là-bas, donc c'est aussi bien d'avoir un pied aux États-Unis. Ok. Et tu parlais justement de tous ces besoins de recherche. Comment vous établissez là où vous avez besoin de recherche et après comment ça se passe vous en fait, à quel moment, quand on vous dit on a un besoin de recherche, vous intervenez? On itère beaucoup là-dessus. Mais en gros, pour répondre à cette question, j'ai besoin de t'expliquer un peu comment l'équipe produit elle fonctionne. Je t'en prie. En gros, tous les quarters, on a un rendez-vous qui change de nom de quarter en quarter, mais on a un rendez-vous qui en ce moment s'appelle kick-off meeting, kick-off week,
où chaque squad se met d'accord sur, fait le bilan un peu de ce qui a été fait, identifie ce qu'elle a envie de faire pour le quarter qui vient et se met en gros d'accord sur des objectifs à atteindre sur le quarter. Et en fait, je me permets de te couper quand tu dis que les entreprises, pardon, les équipes se mettent d'accord sur ce qu'elles voudraient avoir. Est-ce que c'est en termes de nouvelles features ou est-ce que c'est en termes de problèmes utilisateurs ? Ça dépend un peu. Mais enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont déjà identifiés de différentes façons parce que on a un backlog qu'on épuise au rythme auquel on l'épuise. Donc il y a plein de sujets qui sont déjà pré-identifiés. Il y a des sujets qui sont hérités de quarter en quarter. Donc ça dépend un petit peu. Mais en gros, ils se mettent d'accord sur en gros ce qu'ils veulent faire. Et en fonction de ça, soit les PM, les designers identifient d'eux-mêmes des besoins et ils disent s'il faut que je fasse ça ce quarter, ou alors si ce quarter je travaille sur ce projet dans l'idée de lancer une nouvelle feature dans un an par exemple, je vais avoir besoin d'informations sur mes users, je les connais pas. D'accord. Ou alors on se dit qu'on va itérer là par exemple les analytics, ils ont beaucoup itéré sur et ils itèrent encore sur tout un tas de choses. Par exemple, comment est-ce que tu fais pour comparer deux segments de données comment est-ce que tu fais pour comparer dans les analytics ? On va se dire que sur un quarter, on va essayer d'itérer dessus et d'arriver à quelque chose de mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Là, par exemple, ce genre de projet, ça va pas être des grandes recherches exploratoires, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de testing. D'accord. Donc, c'est des choses un peu comme ça qu'on identifie à ce moment-là. Il y a toujours des surprises en milieu de quarter, mais globalement, on identifie, on map tous les besoins à ce moment-là. Parfois, nous, en fait, on se rend dans ces meetings où la grande messe est dite pour chaque squad et où nous, on se rend compte que, en fait, il y aurait des besoins qui n'ont pas été identifiés. Ça arrive aussi. D'accord. Et donc, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Et ensuite, nous, on a notre backlog à nous de problèmes à résoudre. Et on dit, celui-là, il est prioritaire ou pas selon XY non, en fonction de ce qui est critique et de l'effort que ça va nous demander. En fait, plus l'impact pour la boîte sera important et l'effort en face raisonnable, plus ça va être fait. Une matrice assez classique comme ça. Donc ça, c'est la façon dont ça se passe de façon, on va dire, classique. Et après, moi, en plus, j'ai toujours un temps dédié, donné par quarter pour les projets entrants. Et les projets entrants qui arrivent, c'est souvent du testing, on n'y avait pas pensé. Et voilà, il y a très souvent en fait des tests qu'il faut faire ou du conseil sur comment conduire des tests, parce que les designers aussi sont à même de le faire parfois, ou on le tente. Et là, récemment, ce qu'on essaye de pousser et de faire un peu plus, c'est de monter nos propres projets, c'est-à-dire de dire, OK, on se rend compte que... Là, c'est le cas du projet sur lequel je suis en train de travailler. On se rend compte que dans l'équipe design, on a besoin, par exemple, de retravailler la sidebar ou de retravailler la façon dont le dashboard est organisé, admettons. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de PM qui veulent mettre des choses dans le dashboard. On se rend compte qu'on a de plus en plus de clients. En tant que user researcher, on peut se dire c'est le moment d'aller voir nos utilisateurs, de faire le tour de nos stakeholders internes et de se demander comment est-ce qu'on fait une nouvelle version de tout ça, ou comment est-ce qu'on retravaille tout ça. Donc là, on essaye un peu de pousser des sujets où on se rend compte qu'en termes d'usage, notre produit, il arrive un peu en bout de course et il aurait besoin de changer. Ça aurait besoin d'être un peu mis à jour. Mais après, ça, c'est des projets un peu plus... Enfin, ça peut faire consensus quand tout le monde est d'accord. Et après, c'est une question de bien mettre tout le monde d'accord. Mais c'est des projets plus difficiles à pousser parce que pas toujours alignés avec l'urgence opérationnelle qu'on peut connaître. Bien sûr. Tu as parlé un tout petit peu des product designers. Donc, vous... des product designers qui peuvent faire de la recherche. Du coup, quelle est la différence entre ton rôle à toi et le rôle des product designers qui sont là aussi pour faire, normalement font un peu de recherche aussi? Qu'est-ce qui vous distingue? Déjà, moi, je suis dédiée à ça. Alors que, je t'ai dit, on a en gros 2 fois plus de PM que de designers. Ouais. Donc, dire qu'ils n'ont pas le temps, c'est peu dire. Ensuite, il y a quand même une expertise qui fait que peut-être pour moi c'est plus rapide, ou en tout cas j'ai moins peur.
Et donc, je peux les accompagner aussi plus rapidement pour récolter du feedback plus vite, de meilleure qualité. Et un truc que j'ai beaucoup fait depuis que je suis arrivée chez Algolia, c'est essayer de les faire monter en compétences ou de les rassurer sur le fait qu'ils savaient faire pour aussi parce que moi, je suis dédiée à ça. Et donc, la différence... c'est que a priori je suis censée savoir faire et que j'ai du temps pour. Après, je viens de te parler de projets qu'on aimerait pousser parce qu'on se rend compte qu'en termes d'usage, il y a besoin ou des choses comme ça. Si on va avoir le temps de faire ce genre de projet, ça veut dire qu'on peut pas être tout le temps en train de répondre à aux moindres besoins qu'il peut y avoir. Donc, comment est-ce qu'on utilise intelligemment le temps des user researchers? C'est aussi une problématique à laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et donc, du coup, faire monter en compétence l'équipe product design sur du testing, par exemple, du usability testing, quand tout le monde n'est pas à l'aise ou quoi. Aligner les standards pour que la qualité soit bonne, c'est un truc aussi que j'ai pu faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi avec les product managers ? Oui. Après, les product managers... Oui. Après, j'ai le sentiment peut-être qu'ils sont un peu plus loin. Il y en a beaucoup qui font leur propre recherche, qui font leur propre... Chez Algolia, les product managers sont encouragés à discuter très régulièrement avec des customers pour pas perdre le fil et tout ça. Donc, ils ont déjà un peu ils le font. Comment ça fait comment vous faites pour éviter justement que ça court-circuite un petit peu ton parcours à toi de recherche ? Parce que j'imagine... avant j'étais product manager et malheureusement le cerveau humain est fait de telle sorte à ce qu'on ait plein de biais qui sont parfois très mauvais pour la recherche, du type j'ai une idée et je vais faire de la recherche et je vais juste démontrer que j'ai raison. Toi j'imagine que tu es plus là pour mettre de la distance, donc comment vous faites pour éviter cet overlap où le product manager va arriver, va dire non mais j'ai déjà fait ma recherche, j'ai pas besoin de toi, j'ai tout ce qu'il me faut? Peut-être que vous n'avez pas le problème. Hein, Non, je pense pas qu'il y ait de problème parce que souvent, quand déjà, je suis pas là forcément quand ils sont dans un call. Mais de ce que je comprends, c'est ils vont avoir des questions précises ou alors, souvent, ils sont sollicités par les sales ou par des CSM pour participer à des calls parce que les clients vont avoir des questions. Et donc, ils en profitent pour probablement poser les leurs. Mais enfin, on m'a jamais dit j'ai pas besoin de toi, j'ai déjà fait ma propre recherche. Enfin, après, quand il y a des besoins spécifiques sur des problématiques données, ils font appel à moi. C'est juste qu'ils vont pas faire appel à moi à tout bout de champ et que ça leur arrive régulièrement de discuter avec des utilisateurs. Et je pense que ça fait partie d'une hygiène de PM. Je vois pas du tout comme un court-circuitage. Donc on va dire que toi, tu es plus là, eux vont parler avec eux et vont se nourrir de ça et après ils vont venir te voir pour pousser la réflexion pour savoir si, par exemple, la discussion qu'ils ont eue avec un utilisateur est vraiment partout, est partagée par tes utilisateurs. C'est plus comme ça ? Alors on partage pas forcément directement, mais en tout cas tous les retours utilisateurs sont censés être renseignés dans Product Board, qui est un outil de gestion de roadmap, de ce que je comprends. Enfin, c'est là où on envoie tous les retours utilisateurs qu'on a, et ensuite ces retours utilisateurs sont processés et donc les différents PM qui gèrent leurs différentes roadmaps dans cet outil-là vont être capables d'accrocher à chaque partie de leur roadmap des feedbacks pertinents. Et donc du coup, il y a une espèce de partage comme ça qui se fait autour des retours. Donc c'est pas forcément qu'on va en parler, mais on a un endroit commun où mettre les infos. Ok, c'est hyper intéressant. Chouette. Et donc, je vois bien que dans la partie produit, c'est assez simple et c'est plutôt sain et normal d'avoir toute cette recherche, cette volonté d'aller voir les utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu évangélises beaucoup au sein de l'entreprise en dehors du produit, d'expliquer ce que c'est que la recherche, pourquoi vous en faites, pourquoi c'est important? J'essaye. Alors, en dehors de l'équipe produit, déjà, l'équipe technique, oui, c'est sûr. L'équipe produit et l'équipe technique sont très proches. On a l'équipe, c'est peut-être classique, je sais pas, mais l'équipe product development chez nous, c'est vraiment tous les devs et tous les PM, tous les designers et researchers. Donc, avec eux, oui.
j'essaye un maximum de communiquer sur ce que je fais dans cette optique-là. C'est-à-dire de dire, OK, je lance une recherche, je vais faire 10 minutes de présentation dans l'équipe des Customer Success Managers pour leur dire que je suis en train de travailler là-dessus. Ça va aussi m'être utile parce que j'ai besoin d'eux pour contacter certains users et tout, mais j'essaye un maximum de parler de ce qu'on fait et de ce que fait la recherche pour montrer que ça a un impact et pour que ça grandisse. Après, donc voilà, ça passe par en team meeting, je vais venir faire des présentations pendant les meetings qu'on a, mais plus internes à l'équipe produit, c'est mettre à jour sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, je sais pas, si je vais faire how to poser des questions, je le fais, puis je leur partage, et puis après je l'envoie à tout le monde, des choses comme ça. J'ai fait aussi à 2 reprises chez Algolia, on a un truc qui s'appelle les Show and Tell, qui est animé par John. Et en gros, Show and Tell, c'est n'importe qui se pointe et raconte un truc intéressant qu'il a appris ou qu'il a fait, ou, voilà, et est censé apprendre quelque chose à toute la boîte. Et donc ça m'est déjà arrivé d'aller présenter, comment est-ce qu'on intègre les feedbacks dans la roadmap Algolia, ou comment est-ce qu'on fait du test, comment on fait des trucs comme ça. Super intéressant. Est-ce que tu fais venir aussi des gens du Customer Success, par exemple, en test utilisateur ou en recherche pour qu'eux aussi voient un peu ce que c'est ou pas ? À fond. Alors, plusieurs choses. Les tests ou les choses comme ça, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, moi j'aime bien qu'il y ait des observateurs. Donc le coup du... tu t'enfermes une squad, enfin c'est pas forcément un Customer Success Manager, je vais y venir, mais t'enfermes une squad dans une pièce et tu leur retransmets le test que toi t'es en train de faire dans une autre. Ça, je trouve ça très marrant et ça aide beaucoup à divulguer un peu, à montrer ce que ça fait et à ouvrir les yeux, à prendre en compte les retours utilisateurs beaucoup plus activement. Donc ça c'est marrant. Après, pour tout ce qui est Customer Success Manager, même les sales et marketing, ils ont souvent un avis et souvent pertinent, et ils parlent souvent à des customers aussi, même si c'est avec un angle un peu différent. Donc un truc que j'aime bien faire avec eux et qui crée énormément de valeur pour l'équipe produit, c'est de leur faire tester les mock-ups sur lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'avant d'aller trop loin dans la réflexion, on valide pas du tout le besoin là, on n'est pas avec des vrais utilisateurs, donc c'est vraiment du usability. Est-ce que tu as compris que tu pouvais cliquer sur ce bouton et que c'était vraiment des trucs un peu on valide pas le besoin, mais on valide juste que c'est utilisable. Et donc, le faire avec eux, leur proposer les différentes itérations auxquelles on réfléchit, c'est super parce que, alors, du coup, ils écoutent pas des utilisateurs faire du feedback, mais c'est eux qui nous en donnent. Mais ils sont impliqués directement dans le processus dans la création du produit. Et ils ont des super idées. Et donc ça les rapproche un peu de nous et par la même occasion ils voient comment ça se passe la recherche parce qu'ils sont cobayes, on va dire, ils sont utilisateurs. Est-ce que c'est ça que tu appelles le testing corner ? Oui. C'est ça, c'est ça, c'est en gros avant c'était un mercredi sur 2, maintenant c'est tous les mercredis, avant c'était un mercredi sur 2, c'est devenu tous les mercredis, et là maintenant on essaye, j'en parlerai peut-être plus tard, mais j'essaye donc ça a toujours lieu, il y en a au moins un par semaine, mais j'essaye d'automatiser les tests autrement, mais ça nous a beaucoup servi parce que ça permet d'avoir un feedback pour la question qu'on se pose assez suffisant, assez qualitatif. Après, si on a besoin de valider un besoin ou si on a besoin ou avant de lancer en prod, on va aller voir des vrais utilisateurs. J'encourage pas du tout à pas avoir des utilisateurs. Mais ça a été très utile pour rapprocher les équipes et aussi pour familiariser et systématiser le recours aux tests et faire en sorte qu'il y a un appétit plus grand pour le test, une culture de recherche plus grande. Donc ça veut dire que toutes les semaines, tu mets un message dans ta boîte en disant aujourd'hui on va faire des tests et venez, inscrivez-vous, et toi tu fais des tests utilisateurs, on va dire des tests pré-utilisateurs ou en interne, juste pour voir si les maquettes sont bonnes et si ça marche bien. Ouais. C'est hyper intéressant. Alors avant c'était dans un monde pré-Covid, ça se passait dans la salle où tout le monde va prendre son café et manger un truc et discuter et faire une pause. Donc c'était très très rigolo parce que je pense que
la personne qui s'occupe des bureaux devait peut-être pas aimer ça tout le temps, mais je volais un peu les crêpes qui étaient où je volais les trucs qu'il y avait à manger, je les mettais à côté de moi et je disais tu veux une crêpe, ouais, bah viens faire le test avec nous. Et donc c'était marrant, il y avait souvent plein de gens qui venaient voir. Bon après ça, en termes de le stress que tu mets sur l'utilisateur, c'est pas terrible, mais il y a souvent des gens qui venaient voir comment ça se passe un test, qu'est-ce que les gens disent. Enfin, c'est toujours sympa quand t'as un head of quelque chose qui passe et qui dit ah c'est intéressant, tu testes ça, mais moi aussi je vais participer. Donc c'était assez cool. Après, dans un monde post-Covid, au début, j'ai voulu... Donc, c'était un peu à la volée, tu vois. J'appâtais le chaland avec de la crêpe. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué à distance. Et à distance, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on faisait, c'est... Au début, je demandais des volontaires. Et en fait, maintenant, je ping juste des CSM, des gens qui sont customer-facing. Et je leur dis, est-ce que tu as 30 minutes je te montre un truc. Et du coup, je boucle l'agenda comme ça. Et en fait, c'est terriblement efficace parce que le lundi... Enfin... J'ai même pas besoin de faire de la pub, enfin, c'est-à-dire que les designers ou les PM viennent me voir, ils me disent est-ce qu'on peut passer ça en testing corner, c'est devenu un truc qui existe. Et donc oui bien sûr, donc ils me montrent et puis on regarde rapidement ce qu'ils veulent vérifier, on fait une liste des hypothèses qu'ils veulent valider, voilà. Et puis une fois qu'on a validé cette hypothèse et qu'on a globalement on s'est mis d'accord sur un protocole, et ben je book et en général ça a lieu le mercredi matin, et le mercredi à midi ou le mercredi en fin de journée, c'est fini. Ok, j'en profite pendant que tu en parles. Tu parles de déterminer les hypothèses. Comment vous faites justement pour déterminer ces hypothèses et pour créer votre plan de test En gros, j'essaie de me rappeler, l'un des derniers tests que j'ai pu faire, c'était sur... Donc on a une feature qui te permet de créer des règles pour réagencer, on va dire, les résultats de recherche en fonction de, je sais pas, t'es en train de faire des promos sur les t-shirts blancs et donc quand quelqu'un tape t-shirt, tu veux qu'en premier apparaissent les 3 t-shirts qui sont en promo, voilà. Et donc t'as un outil qui te permet de le faire. Et donc là, il fallait qu'on teste juste une itération qui est que tu peux sélectionner plusieurs résultats en même temps pour les déplacer et les mettre où tu veux. Et du coup, je regarde avec le PM et avec le designer, ok, qu'est-ce que tu veux vérifier ? Ils veulent vérifier que le mode multi-select, les gens le trouvent, les gens comprennent qu'il faut cliquer là. Une fois que tu as cliqué dessus, ils comprennent comment ça fonctionne, ils comprennent comment déplacer les éléments. Et donc en fait, on revoit ensemble les trucs qu'ils veulent. Ils disent, je veux qu'ils comprennent ce bouton, je veux qu'ils arrivent à faire telle tâche, et je veux qu'ils comprennent que quand ils l'ont fait, ils peuvent revenir en cliquant là. Et donc en fonction de ça, le protocole... on va définir des tâches et on va demander, ok, tu veux... je sais pas, il va y avoir des questions, par exemple, ce bouton, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Et puis après, des tâches, tu dois déplacer... donc le test qu'on avait fait, c'était avec des Pokémon, donc tu dois mettre Pikachu et Raichu en première position, comment tu fais ? Et donc on regarde s'ils y arrivent, et voilà. Et après, on est capable de dire ça marche pas, pour telle ou telle raison. Trop bien. Vous réussissez à éviter... Comment tu fais pour éviter justement tout ce qui est les biais d'essayer de confirmer ou pas ? Comment tu vois, c'est un problème aussi que moi je rencontre en tant que product designer, c'est qu'à la fois je suis jugé parti. À l'heure actuelle, nous on n'a pas de user researcher chez nous. Donc tu fais le test, tout le monde sait à peu près ce que tu veux tester, comment tu veux le faire, et donc tu essayes de pas induire, mais tu sais que dans ta façon de tourner les choses, comme tu as travaillé dedans, tu vas tourner les mots d'une certaine façon. Tu vas indiquer d'une certaine façon pendant les tests quand il y a quelqu'un qui va galérer. Comment vous faites, vous, pour justement éviter tout ça et faire en sorte que le résultat soit le plus neutre possible ? On n'enlève jamais les biais, mais déjà, les gens ne savent pas ce qu'ils viennent tester. On leur dit pas, là, on va tester le multi-select. Sinon, quand on leur demande qu'est-ce que c'est ce bouton, ils vont peut-être bien dire que c'est un multi-select. Donc on dit pas forcément, on n'explicite pas trop. Ensuite, moi ce que j'aime bien dire, c'est que pendant un test utilisateur, le moins j'en dis, le mieux ça se passe. C'est-à-dire que, limite, c'est un peu radical, mais limite mon protocole idéal, c'est est-ce que tu sais où on ouvre une interface, est-ce que tu sais où tu es ? Oui, je me rends compte que je suis dans telle partie de mon dashboard, je suis dans les analytics du dashboard, je regarde cette date-là.
Et limite, je leur donne juste une tâche et je leur dis plus rien, je les laisse se débrouiller et je leur dis ok, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois. Et là, je vois s'ils peuvent le faire. Alors ça marche pas s'il y a vraiment plein de trucs à faire et que moi je veux juste tester un petit truc, mais à la rigueur, je vais leur dire est-ce qu'on peut se concentrer sur cette partie-là et qu'est-ce que tu peux faire. Et ça et je dis rien. Bon après, ça marche pas parce que y a des moments où on veut tester des choses assez précises, donc il faut qu'on donne des scénarios de test où on sait qu'il y a des pièges, où on sait qu'il y a des risques que ça foire. Mais bon, globalement, en enlevant en enlevant les questions biaisées, donc en ayant des questions le plus neutres possible, c'est-à-dire des questions où on te demande pas si c'est bien ou si c'est pas bien, donc en gros, enlever tous les adjectifs, c'est peut-être une façon de le faire. Et en parlant le moins possible, en profitant beaucoup des blancs, en demandant pourquoi les gens font ce qu'ils... Ouais, alors attends, je vais essayer de faire une synthèse de ce que je viens de dire. Parler le moins possible et expliquer le moins possible de choses tant que c'est pas nécessaire. Par exemple, si quelqu'un n'a pas compris où il se trouve et que c'est crucial pour avancer dans le test, il faut lui dire au bout d'un moment, mais on a compris que c'était pas clair, donc passons à la suite du test. Donc du coup, en dire le moins possible sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut tester. Laisser les personnes un peu se débrouiller toutes seules dans le cadre qu'on leur donne, en leur donnant des tâches, mais sans préciser comment faire, etc. Quand on pose des questions, éventuellement... Déjà, poser les questions plutôt à la fin, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais enlever toute notion de jugement de valeur dans ces questions-là. Et enfin, peut-être le dernier truc, c'est essayer de rebondir uniquement sur ce que les personnes ont fait. Pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce que tu pensais faire ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais... C'est très satisfaisant parce que c'est intéressant d'avoir ton point de vue de comment toi tu le fais. Tu vois, moi par exemple, j'ai pas le temps de toujours faire des tests utilisateurs, donc j'utilise des outils comme Maze, on en a parlé tout à l'heure, et en fait, ça brouille un peu ce que tu es en train de dire. C'est un peu à l'encontre parce que c'est de la synchrone, donc du coup, tu poses une question et c'est tout, mais en fait, tu sais pas ce que pense la personne, tu peux pas essayer de lui demander le pourquoi qui est hyper important, et il y a quand même cette notion de poser des questions le plus neutre possible, mais tu peux pas forcément leur dire fais ça et puis débrouille-toi. Non, parce que c'est des missions, donc tu fais étape par étape. Donc c'est très intéressant de comprendre comment tu fais quand tu es avec quelqu'un en réel. Et du coup, ça m'amène sur une transition toute trouvée qui est, est-ce que toi, ça t'arrive de faire des tests asynchrones ou tu es plutôt concentré sur les tests synchrones avec des personnes, et pourquoi ? Oui, on en a fait et là, une des choses sur lesquelles je travaille, c'est comment est-ce qu'on peut en faire plus, parce que en fait, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Enfin, il y a des limitations. À la synchrone, tu peux pas être là pour rebondir si le user est mal, a pas envie de le faire un peu à l'arrache, il le fait à l'arrache et puis tu n'as pas du tout la main dessus. Donc il y a peut-être plein d'informations qui peuvent être perdues. Et en même temps, tu as quand même déjà des informations et ça te permet quand même d'avancer. Et donc, on a utilisé ça un petit peu, mais le truc, c'est qu'on utilisait Validately et Respondent ensemble. Et en fait, on a résilié notre abonnement parce qu'on l'utilisait pas assez et qu'il n'y avait pas cet appétit vraiment pour faire du test. Et là, donc, ça a été les derniers mois, c'était vraiment créer un appétit, montrer que c'est hyper utile de faire des tests, montrer que c'est activable, montrer que ça a un impact positif et donc qu'on en veut plus. Donc là, maintenant qu'on en veut plus, moi, je commence à avoir beaucoup de travail sur du testing alors que ça a beaucoup de valeur, mais je pense que faire des recherches exploratoires, c'est aussi planifier le futur, c'est faire des trucs un peu plus cool, peut-être. Et donc, il y a toute une partie de ce testing que j'aimerais automatiser en reprenant une solution. Donc, on a regardé Maze, on regarde des gros comme user testing, des choses où, dans un monde idéal, j'aurais des templates de tests avec des types de questions à poser que les PM et les designers dans lesquels les PM et les designers pourraient aller piocher, pourraient lancer leur test un peu à la volée en me demandant est-ce que le test est bien fait, est-ce que les users c'est les bons et tout, et où ils envoient ça à la volée et on part le soir, on lance un test, le matin on a les résultats, et à la rigueur je les aide un petit peu pour analyser les résultats et puis on n'en parle plus. C'est vraiment la création du design system adapté à la user research avec des questions toutes faites. Ouais. C'est hyper intéressant. Quand tu parlais de créer un appétit dans la recherche, tu parlais de créer un appétit auprès des product designers et des product managers ? Oui. Ok.
Très bien. On va step back un peu parce que là, on a beaucoup parlé de la recherche une fois que tu as créé une maquette, un mock-up et que tu essayes de valider, de t'assurer que ça marche bien. Moi, j'aimerais bien revenir beaucoup en amont, qui est ce que tu viens de dire, en fait, qui est plus la recherche pour le futur. Comment tu fais cette recherche aujourd'hui pour le futur ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'expliquais comment on choisit les projets sur lesquels on travaille. Il y a les questions que vont avoir les PM et le management, et les questions qu'on identifie comme étant celles qu'il faut se poser et qu'on met sur la table. Et puis après, le résultat à la fin, c'est qu'il y a un consensus, c'est-à-dire que toute l'équipe se met d'accord sur il faut qu'on réponde à cette question. Et alors, si la question c'est c'est quel genre de question, c'est quoi ? Laisse-moi passer un peu en revue. Les recherches exploratoires sur lesquelles j'ai travaillé depuis que je suis arrivée chez Algolia, c'est beaucoup lié soit on essaye de mieux adresser des clients, des typologies de clients, donc des nouveaux clients ou des clients particuliers parce qu'ils utilisent telle intégration, parce qu'ils ont... et donc on veut faire un focus dessus parce que derrière va y avoir un objectif business, on se dit que c'est bien, ou alors on se rend compte que c'est trop douloureux, qu'il y a beaucoup de pain qui reviennent et donc on priorise. Un autre type de projet, ça va être moins sur quel user que sur j'allais dire un usage, enfin une partie du produit, et on va se dire ok, là on se rend compte que potentiellement pour tous les users, je sais pas, mais on se rend compte qu'on a un problème avec cette partie du produit, ou on aimerait bien étendre l'usage de personnalisation à plus d'utilisateurs. Voilà. Typiquement, on a la personnalisation. Donc, aujourd'hui, personnalisation, il y a vraiment un accompagnement de la part d'Algolia quand tu veux mettre ça en place sur ton moteur de recherche. Et le Lucas, qui s'occupe de la perso, jusqu'à présent qui s'en occupe, me disait moi j'aimerais bien qu'on soit un peu self-served. Bon, comment est-ce que tu donnes accès à perso à... Comment tu changes en fait le produit un petit peu. Et donc c'est ce genre de questions qui vont ensuite trigger tout un tas d'actions, d'activités. Le dernier truc avec lequel la dernière façon dont j'ai structuré une recherche exploratoire, donc c'est la première fois que je fais ça, donc je teste un peu, mais c'est-à-dire que j'ai découpé ça en research chunks. Donc c'est juste ce que je fais d'habitude, mais c'est juste que j'en parle différemment, et surtout je le time, le planning est très clair, et voilà. Et donc un chunk c'est quoi ? C'est une partie de l'étude exploratoire, donc ça va être faire un audit de l'existant, ça va être faire récolter toute la connaissance qu'on a en interne, faire une data analyse, faire machin, recruter, gna 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 gna. Donc je découpe tout ça, et à la fin j'ai des livrables qui sont super clairs, et je dis ok, à la fin de la data analyse, j'aurais répondu à ces questions-là, ces questions-là, ces questions-là, et ça va m'aider à débloquer les chunks suivants. Et donc ça permet de donner beaucoup de visibilité parce que l'exploratoire, en fait, c'est très flou. On a un peu l'impression qu'on se jette dans le vide, et on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Et bon, donc l'idée, j'essaye de créer un cadre qui rassure et qui montre qu'on avance, et qui aussi, moi, me permet d'être super structurée sur comment j'avance aussi. Et donc, le point de départ, ça va être toujours de voir ce qu'on a en interne et de bien clarifier avec les personnes, les PM que je vais nourrir, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, les designers, de quoi ils ont besoin. Avant de partir, j'ai fait ça encore la semaine dernière. Je suis allée voir un product designer. Je sais que j'ai une série d'entretiens qui m'attend la semaine prochaine. Et je lui ai dit, écoute Alexandre, la semaine prochaine, j'ai plein d'entretiens. L'un des outputs de ma recherche, c'est de nourrir ta réflexion sur ce sujet-là et sur l'expérience des features sur lesquelles tu bosses. Quelles sont les questions que tu te poses ? Et donc voilà, c'est des besoins par rapport à des usages qui évoluent, ou des users qu'on adresse mal, ou qu'on adresse ou qu'on veut adresser mieux, ou des nouveaux users, et ça se lance en étant déjà avec un alignement interne, et en étant très clair sur ce qu'on va livrer, à qui on va livrer, et de quoi ces personnes-là ont besoin, du coup. Ok, très clair, merci beaucoup. Tu as parlé un peu de la data.
Toi, en tant que UX researcher, est-ce que tu fais de la data? Est-ce que tu vas fouiller la data? Est-ce que tu utilises des outils, par exemple, comme Hotjar, où tu vois comment les gens interagissent avec le produit? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton métier ou c'est quelque chose qui est plus laissé à des product data analysts ou... Ça m'intéresse beaucoup, le sujet de la data. Je considère que ça fait partie de mon métier. Après, si aujourd'hui on n'a pas un data analyst dédié pour nous aider sur les sujets de recherche, si demain ça arrivait, ce serait une très bonne nouvelle et je serais très contente de travailler avec cette personne. Donc aujourd'hui, je fais mes propres études, mes propres data analyses. Ça pourrait être mieux fait, peut-être, mais disons que c'est déjà, en fait, pour moi, ça a peut-être évolué aussi en progressant dans ce sujet-là, mais pour moi, la data analyse, c'est un très bon starter pour te dire, on est où là, il se passe quoi? Enfin, du coup, qui fait quoi en ce moment? Ils sont où? Ils cliquent où? Ils partent où? Ils passent du temps où? Et c'est qui, ces gens? Et donc, c'est une très bonne première façon de se dire, voilà, ça, c'est l'existant. Et de voir, en fait, ils passent de cette page-là à cette page-là, mais ça m'étonne pas parce qu'il y a un lien entre les deux. Ils vont je sais pas, configurer un truc ici, puis après, ils vont voir si ça marche dans l'endroit où tu peux simuler la configuration. Bon, c'est logique. Puis parfois, tu vas avoir des choses qui sont trop bizarres. Je sais pas, par exemple, bref, j'ai pas d'exemple précis, puis je sais pas si j'ai envie d'en donner, mais en gros, il y a des trucs qui vont être bizarres et tu dis, bon, là, il se passe un truc pas terrible. Donc, faut que je creuse. Et donc, ça me permet de dire, voilà en gros où est-ce qu'on en est et voilà surtout où est-ce que je veux creuser. Voilà ce que je veux confirmer. Je veux confirmer que les patterns qui ont l'air logiques sont bien logiques pour les raisons auxquelles je pense et je veux voir pourquoi les trucs qui m'ont l'air bizarres le sont. Ça permet aussi déjà d'avance d'identifier des choses à faire. Il y a des situations dans lesquelles une bonne data analyse te permet déjà de commencer. Par exemple, quand on se rend compte que on a beaucoup de fonctionnalités où tu configures des choses et où tu changes du coup la façon dont ton moteur de recherche réagit. Et on n'a pas toujours, c'est un des sujets qu'on est très conscient, on n'a pas toujours quelque chose qui te permet de simuler cette réaction. Donc tu vas configurer, mais tu vas pas toujours voir comment ça marche. Et tu as besoin de voir. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans le dashboard entre les endroits où tu configures et les endroits qui sont à différents endroits et les endroits où tu vois ce qui se passe. Donc on sait par exemple, on le savait déjà, mais quand tu regardes les données, c'est clair. Et tu te dis, là, faut faire un truc. Donc, voilà. Top. Donc, si je comprends bien, tu as une partie de la data qui te permet de savoir tout de suite quel est le problème et tu as plus une partie de la data qui est là en amont et qui va te dire qu'est-ce qui se passe, mais qui va pas te dire pourquoi. Et donc après, c'est là où tu vas plus intervenir dans la recherche utilisateur. Transition toute trouvée, encore une fois, pour te poser la question de, en fait, qui c'est aux utilisateurs. Parce que en tant que client, quand tu vas sur un site internet, que tu utilises la recherche, tu es un utilisateur de votre produit, mais j'imagine indirectement. Qui sont vos utilisateurs? Qui est-ce que tu vas interroger? Oui. Donc, on a effectivement deux premières catégories d'utilisateurs qu'on pourrait redécouper ensuite. Donc, il y a nos clients, ceux qui ont des sites sur lesquels ils mettent des moteurs de recherche, et qui sont très diverses. Et ensuite, on a les autres, tous les autres, qui sont ceux qui vont chercher sur ces sites. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur la première catégorie, qui sont les personnes qui implémentent les moteurs de recherche et qui configurent les moteurs de recherche pour que ça réponde le mieux à leur use case. Quand tu dis ces personnes qui paramètrent, c'est quoi? C'est des développeurs, c'est des PM, c'est autres? Alors, c'est un peu des développeurs, enfin, c'est beaucoup de développeurs, en fait. Beaucoup de développeurs et aussi quand même une part non négligeable de PM ou de personnes qui vont être soit des business analysts et qui sont là pour améliorer le fonctionnement d'un site et donc les performances du moteur de recherche, soit des merchandisers, donc des gens qui sont vraiment là pour promouvoir certaines catégories de produits dont ils sont responsables pour faire vivre des lignes, des collections de produits. Ouais, donc au sein même de ta catégorie de clients, en fait, tu as plusieurs catégories qui n'ont pas les mêmes attentes et qui n'ont pas les mêmes besoins. Mais je peux même complexifier parce qu'il y a différents profils. Ces différents profils opèrent dans
dans différentes industries. C'est-à-dire que si tu es Dior, si tu es Ouest France, enfin en fonction si tu es du e-commerce, du média, tu vas pas du tout réfléchir à ta search de la même façon. Et après il y a un autre, je l'ai pas fait dans l'ordre, mais un autre critère qui rentre en jeu, c'est quelle taille ta boîte. Parce que quand on a beaucoup d'utilisateurs qui sont des devs qui ont leur side project et qui testent des choses ou des assos qui utilisent Algolia de façon gratuite, voilà. Donc ça c'est une chose. Mais après, si plus la boîte est grosse, plus potentiellement l'organisation autour de qui gère le moteur de recherche va être complexe. Et donc, plus on va avoir des cas d'usage différents. Par exemple, dans une grande boîte, peut-être que tu vas avoir plus besoin de collaborer et de te dire, OK, j'ai 12 merchandisers qui s'occupent de 12 lignes de produits différents et ils sont tous dans le même moteur de recherche. Comment tu fais ? J'imagine qu'en plus, qu'ils ont tous des objectifs différents. Donc potentiellement, oui, okay. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui s'occupaient du moteur de recherche et qui disaient non, mais moi, je les laisse pas toucher parce que eux, ils n'ont pas la data comme moi. Et donc là, enfin, bref. Donc c'est intéressant de comprendre ce qui se passe chez nos clients et essayer de créer la meilleure expérience possible pour eux, sachant qu'ils sont déjà très divers. Dans un monde idéal, on adresserait aussi les end-users, les gens qui cherchent. Et enfin, on n'est pas aveugle à ça. C'est juste qu'on n'a pas une approche systématisée, enfin industrialisée de les adresser. Puis à deux, j'imagine que c'est plutôt compliqué de pouvoir faire tout ça à la fois. Exactement. Et du coup, une fois que tu as tous ces clients, comment toi, ça se passe pour les recruter ? Parce que c'est bien de les avoir, c'est mieux de les voir. Et le recrutement est une tâche hyper compliquée. Surtout que toi, c'est pas des... on va se concentrer sur la première partie qui sont vos clients. C'est pas des gens à qui tu peux envoyer une carte Amazon de 50 € en leur disant viens tester mes analytics. Là, c'est pas du tout pareil. Comment du coup tu fais pour leur prendre du temps, aller les voir, le fait qu'ils te plantent pas? Est-ce que tu vas les voir en vrai? Est-ce que tu vas les voir en visio? Bon, en ce moment en visio. Tout en visio, mais est-ce qu'avant tu allais les voir pour voir leur environnement? Ça m'est arrivé, pour être honnête. Je préfère voir et parler avec des gens en vrai. Mais pour être honnête, quand on a des clients qui sont vraiment de partout, on faisait quand même déjà pas mal de visio avant la crise sanitaire. Donc ça, c'était déjà un peu comme ça. Après, comment est-ce qu'on les trouve ? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils soient là ? Il y a vraiment... Quand je suis arrivée chez Algolia, ça a été une de mes problématiques d'entrée parce que je suis arrivée, je devais bosser sur une recherche exploratoire et fallait que je trouve des users très particuliers. Et en fait, j'ai essayé de développer tout un tas de techniques différentes et je pense que l'idée de base, c'est de se dire, OK, à qui est-ce que je veux parler et où est-ce qu'ils sont ? Et donc, en fonction de ça, comment est-ce que je peux aller les chercher ? Comment est-ce que je peux, voilà, comment je fais pour les toucher ? Là, je vais pas passer en revue. J'avais identifié à l'époque une vingtaine de techniques que je pouvais utiliser. Ça allait en interne à je fouille tous les tickets qu'il y a au support pour voir qui a eu le problème sur lequel je bosse. Voilà. Là aujourd'hui, ce qui marche le mieux, enfin jusqu'à récemment, c'est quand même toujours de travailler main dans la main avec les CSM, qui sont les personnes qui s'occupent. Alors, pour les grands comptes, mais qui sont les personnes qui s'occupent de nos clients, qui du coup ont de la visibilité sur qui en a marre parce que lui on l'a déjà sollicité plein de fois, qui a beaucoup de travail en ce moment donc il vaut mieux pas, qui a super envie de savoir ce qu'on fait, voilà, et donc qui vont être une très bonne porte d'entrée. Et bon, le problème c'est que ces gens-là aussi ont beaucoup de travail. Donc comment est-ce qu'on fait pour pas leur en donner? Et donc le truc que j'ai fait récemment, mais ça s'applique pas pour tout, mais c'est d'identifier très précisément dans des boîtes de nos clients à qui j'ai envie de parler. Je suis dans le cas où j'ai besoin de parler à nos clients parce que ça se trouve, je suis pas obligée de parler à nos clients pour faire de la recherche. Mais du coup, bon, là c'est le cas. J'identifie les boîtes à qui je veux parler. Dans ces boîtes-là, j'identifie qui sont les personnes à qui je veux parler. Je fais une data analyse, je regarde qui utilise quoi. Et après, comme ça, je suis capable d'être très précise et de dire au CSM, OK, dans ton portefeuille, je veux parler à des personnes dans ces boîtes-là. Les personnes à qui je veux parler, ce sont celles-là. Je veux leur parler pour ces raisons-là. Et en gros, est-ce que t'es d'accord ? S'ils sont d'accord, je leur envoie un mail en les mettant en CC, comme ça ils suivent.
mais je leur rajoute pas. Enfin, l'idée c'est que je leur rajoute pas de travail, c'est qu'ils me disent oui ou non. Et ensuite, une fois qu'ils me disent oui pour certains clients, d'être extrêmement de personnaliser à mort. Bonjour Virginie, je te contacte parce que j'ai remarqué que. Puis en plus, quand on a bien fait son travail de savoir que cette personne-là, c'est celle qui utilise le plus telle fonctionnalité, les gens sont assez contents de voir qu'on leur parle à eux et que c'est pas un mail générique. Donc bonjour Virginie, j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup cette fonctionnalité. Il se trouve que tu es parmi nos top 10 utilisateurs de cette fonctionnalité. J'aimerais beaucoup t'en parler. Et les gens sont assez contents. Et là, ça marche mieux. Ça marche bien ? Ouais, ça marche bien. Et du coup, tu parlais aussi des personnes qui ne sont pas tes clients. Donc, j'imagine que en fait, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Tu parles des gros clients. Donc, c'est assez simple. Tu as des customer success qui sont là pour t'aider et tu as de la data. Pour les plus petits clients, j'imagine qu'il n'y a pas de customer success manager. Pas toujours. Donc là, est-ce que la méthode est la même ? Tu prends le temps de fouiller ou est-ce que c'est plus, vu qu'il y en a, enfin, ils sont plus petits, est-ce que tu passes moins de temps dessus ? Ça, c'est ma première question et après, je te parle. Ça dépend. Enfin, en gros, c'est juste que je ne vais pas passer par un Customer Success Manager, donc je ne suis pas obligée de demander la validation. Mais je ne m'interdis pas du tout d'aller les voir. Là, je procède un peu de la même façon. Je fais des extracts de clients à qui j'ai envie de parler et qui correspondent aux différents critères que j'ai. Après, peut-être une différence, ce sera que les petits clients, peut-être que j'envoie plus de mails. Enfin, déjà, ils sont plus nombreux. Ouais. Et donc, j'envoie peut-être des mails de façon plus systématique. Donc, j'essaye toujours de... Enfin, je change le nom. Enfin, d'ailleurs, il faudrait que j'automatise tout ça parce que je le fais encore très manuellement. Je me suis fait disputer l'autre jour. Mais enfin, je personnalise un minimum. Mais non, j'envoie quand même des mails à tout le monde. Après, dans les petits clients, bon, c'est marrant de dire petits clients. Mais bon, dans les petits clients, on va dire, souvent, ils sont moins sollicités. Alors, ils répondent... je dis pas qu'il y a pas un taux de réponse supérieur du tout, mais ils sont moins sollicités. Et puis, ils peuvent être très contents de discuter avec des gens de chez Algolia, quoi. Ou de voir qui compte. De voir que quelqu'un s'intéresse à ce qu'ils font. Mais d'ailleurs, entre les clients grands comptes et, on va dire, les autres clients... comment tu fais ? Est-ce qu'il y a un poids qui existe dans la réponse de tes utilisateurs ? Parce que les gros clients dépensent plus d'argent, j'imagine, que les petits clients. Il y a les gros clients, ils ont des Customer Success Managers qui sont là pour les aider, alors que les autres non. Est-ce que tu attribues un poids à certains utilisateurs ? Est-ce que tu essayes de bien découper de telle sorte à ce que quand tu fais une feature, ça s'adresse que aux grands ou que aux petits ? Est-ce que quand ça s'adresse à tout le monde, tu dois essayer de trouver... Comment tu réussis à trouver un équilibre en fait quand tu crées ou quand tu changes quelque chose de telle sorte à ce que ça aille à tout le monde et... Il n'y a pas un poids, enfin je veux dire, il y a pas un feedback qui est plus important que l'autre. Ceci étant dit, bon déjà, en fonction du plan sur lequel le client va être, il ne va pas avoir accès aux mêmes fonctionnalités. D'accord. Donc en général, certaines fonctionnalités, tu n'y as accès que parce que tu as un plan qui te coûte très cher et donc très vite tu deviens un gros client. Donc déjà, ça fait un peu le tri comme ça sur les fonctionnalités, on va dire, avancées. Où là, c'est pas qu'il y a un poids, mais en fait, c'est juste qu'il y a que les grands comptes qui vont y avoir accès, par exemple. Ensuite, pour le reste, ce que tu dis me fait penser à... Enfin là, en ce moment, je réfléchis à... Oui, mais alors, dans les grandes boîtes, par exemple, ils auraient peut-être besoin de... Ils collaborent beaucoup. Ils sont beaucoup à s'occuper de la search, ou alors, peut-être pas à s'en occuper, mais à avoir besoin de travailler avec, même indirectement. Dans quelle mesure ça vaudrait pas le coup pas de mettre en place de la collaboration, mais de prendre ça en compte, d'une façon ou d'une autre. Versus, un dev qui fait ça sur un side project, lui, a priori, peut-être qu'il s'en fiche. Enfin, il faudrait que je vérifie, mais a priori, s'il est tout seul à travailler sur son projet, il n'y a pas besoin de collaboration. Bon, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, après, c'est peut-être pas fondamentalement... Je me suis pas retrouvée confrontée à ça encore, c'est-à-dire des feedbacks qui seraient contradictoires et qui demanderaient des solutions radicalement opposées. J'ai pas eu.
mais je me dis qu'il y aurait une voie médiane à trouver. Aujourd'hui, non, vraiment, je consulte beaucoup les grands comptes parce que j'ai besoin d'avoir du feedback sur certaines features un peu avancées. Et c'est principalement pour ça que je les contacte. Sinon, j'essaye d'éviter parce qu'en fait, c'est des gens qui sont super sollicités. Et pour ce qui est du reste, oui, voilà. Non, il n'y a pas... Est-ce que c'est une bonne réponse? Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Ouais. Non, en fait, moi, je te pose la question parce que, en fait, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Mais moi, j'ai déjà eu ce cas de figure où, en fait, c'est le même produit pour tout le monde, mais les gros comptes veulent certaines infos, veulent voir certains trucs, veulent que ça soit organisé d'une autre façon. Puis tu vas avoir les plus petits comptes ou les comptes historiques qui t'ont accompagné depuis toujours. Et eux, en fait, ils ont besoin de complètement à l'opposé. Et en fait, quand tu essayes de fusionner les deux, tu fais, bah, ça marche pas. Quand tu essayes de faire un truc pour chaque utilisateur, bah, on va dire, c'est long à développer. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a vraiment une question, je pense, une fois que tu as identifié plusieurs utilisateurs, de savoir est-ce que tu fais une feature commune ou une feature séparée, ou comment tu t'adresses à chaque utilisateur. Je sais pas si c'est très malin ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est presque pas mon problème à mon stade. Moi, je suis vraiment en train de découvrir qui fait quoi et qui a besoin de quoi. Et non pas que je passe les bébés avec l'eau du bain à la suite, mais ça me semble être un vrai problème de PM ou de designer, de savoir comment tu fais pour... Est-ce que tu fais deux produits différents? Est-ce que tu choisis l'un ou l'autre? Alors, je pense que la recherche peut aider et participer à la réflexion, mais comme j'ai pas d'exemple à te donner, là, le truc auquel je pense, c'est ça. Ouais, non, je comprends ton point de vue qui, toi, est d'apporter la source d'information la plus claire et la plus neutre possible en disant voilà ce dont ils ont besoin, eux, voilà ce dont ils ont besoin, débrouille-toi. Mais finalement... La question se pose un peu parce qu'on a, typiquement, tu vois, deux grosses typologies de clients qu'on a, c'est des gens qui travaillent dans les médias et des gens qui travaillent dans le e-commerce. Bon, bah, ils n'ont pas du tout... ils n'ont pas la même approche, ils gèrent pas leur moteur de recherche de la même façon. Comment est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Je sais pas. Une synthèse. Enfin, je pense que on essaye aussi. Enfin, je pense qu'on est peut-être meilleur sur la partie e-commerce. Donc, je pense que je sais pas si c'était volontaire, mais on a peut-être concentré nos efforts sur cette partie-là. Et là, aujourd'hui, on essaye de mieux prendre en compte les cas médias. Et donc, ça amènera peut-être à des nouveaux produits. Enfin, on s'en reparle dans pas longtemps. Okay, avec plaisir. Et très très bien. Mais tout à l'heure, tu parlais aussi de toutes les personnes qui ne sont pas clientes. Tu parlais de faire des tests aussi avec ces gens-là. J'ai deux questions qui me viennent en tête. C'est pourquoi tu dois rencontrer ces gens et discuter avec eux, et comment tu fais pour rencontrer ces personnes-là? Alors, pour être super clair, aujourd'hui, vraiment, on le fait très peu. Et comment dire, on n'a pas, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas une expertise structurée autour de ça parce que ça supposerait d'avoir une équipe recherche plus structurée et d'avoir des researchers dédiés à ça. On a monté plusieurs projets pour le faire, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout de ce process. C'est important parce que ça va nous aider à mieux comprendre les problématiques de nos clients et ça va nous aider potentiellement à proposer plusieurs choses. À nos clients, de leur proposer des configurations qui vont être adaptées un peu, des trucs un peu clés en main, ou d'être capable de leur faire des feedbacks plus facilement sur ce qu'ils doivent mettre en place. Donc, c'est des choses comme ça. Et après aussi, nous, essayer d'anticiper un peu certains usages, certaines demandes qui peuvent remonter et du coup faire évoluer notre produit dans ce sens-là. Donc, je le vois sous ces deux aspects. Après, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, on n'approche pas ça de façon systématique, mais on aimerait beaucoup le faire. Je comprends tout à fait. Il y a une question que je voulais te poser sur tout ce qui est utilisateur et rencontres, etc. C'est tu m'as dit tout à l'heure en introduction sur Algolia que vous étiez à peu près partout dans le monde. Donc vous avez des utilisateurs qui parlent plein de langues, qui ont plein d'usages différents en fonction d'où ils sont. Comment tu fais pour concilier aussi le fait que chaque utilisateur a ses spécificités culturelles? Tu me poses des cols. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, la façon dont on le fait, et encore une fois,
En fait, j'aimerais faire des réponses idéales. Le truc, c'est qu'on est dans des contextes projets et on est dans des contextes d'organisation qui font qu'on fait... qu'il faut jouer avec les ressources qu'on nous donne. Et donc, compte tenu des ressources qu'on a, aujourd'hui, on se concentre principalement sur les endroits où on a de plus d'utilisateurs. Donc, c'est ce que je mentionnais, c'est les États-Unis, la France, l'Inde, l'Australie, l'Allemagne, en gros. Et après, il y a énormément de pays, mais... et donc, comme ça concentre une grosse partie de nos utilisateurs, les gens à qui on parle, c'est principalement des gens qui viennent de ces pays-là. Après, on essaye d'ouvrir davantage. Et je sais, par exemple, que surtout quand on a des projets un peu, j'ai envie de dire, plus fondamentaux et plus transverses, c'est-à-dire que si on veut itérer sur telle feature ou si on veut... là, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire et sur les gens qu'on connaît bien et qui nous utilisent beaucoup. Et là, par exemple... on a des projets fondamentaux, c'est des projets, par exemple, comment on pense l'onboarding. C'est des gros projets qui touchent tout le monde. Et là, on essaye d'aller creuser plus loin et d'avoir des utilisateurs qui sont vraiment dans toutes les régions géographiques. Mais pour l'instant, la réponse courte, c'est vraiment, on se concentre sur nos principaux utilisateurs. Je comprends, c'est encore une question de moyens de... comment vous allouez la ressource et puis la fameuse règle de Pareto de 80-20, là où est-ce que tu passes ton temps pour avoir le plus de retour. Exactement. Pour faire le lien avec la question sur les end-users, donc ceux qui cherchent sur les moteurs de recherche, c'est aussi la même réflexion à quelques points près, mais on s'est déjà appris à rêver de se dire voilà, on va systématiser la collecte de feedback auprès des gens qui cherchent, donc comment est-ce que les gens cherchent, et on va quadriller le monde et on va faire par pays ou par continent quelles sont les méthodes de recherche. Et c'est sûr qu'on aura des choses radicalement différentes et folles en fonction si tu regardes comment on cherche en Europe ou en Afrique ou je sais pas, en Asie du Sud-Est, il doit y avoir des trucs fous. Mais ça demanderait du coup un temps fou. Un temps fou pour analyser tout ça derrière ensuite. Un temps fou. Mais je trouve ça passionnant de réfléchir à ça. On en a réfléchi à ça une semaine, puis après on est revenu à la réalité. Ouais, je te comprends. On a beaucoup parlé dans toute cette conversation justement de ce que tu fais, de ce que tu peux pas faire pour des raisons de moyens, de comment est structurée l'équipe. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu es passé senior UX Researcher. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui change pour toi ton quotidien ? Je pense que oui. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans ma tête ? Je ne sais pas. Mais je pense que oui, parce que je me sens plus légitime d'aller porter des projets qui ont plus d'impact. Même si ces projets... comme ils ont plus d'impact, ils nécessitent plus de ressources et ils sont plus compliqués et potentiellement ça fait bouger. Enfin, c'est pas un quick fix, quoi. Donc je me sens plus légitime pour faire ça et je sais pas si on me trouve plus légitime pour le faire, mais j'ai l'impression. Il y a ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Après, bon, ouais. Non. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la relation avec ta collègue aux États-Unis. Comment vous faites pour travailler justement ensemble avec cette distance ? Est-ce que vous gérez, on va dire, des marchés différents et vous vous débrouillez chacun de votre côté ? Toi, tu parlais du testing corner. Comment se passe la relation du testing corner quand tu as quelqu'un qui a SF et qui peut pas venir et qui peut pas avoir ? Comment vous faites ? Ouais. Alors déjà, on voit jamais, mais on enregistre tout, donc en soi, on peut s'envoyer des choses, des entretiens ou des parties de tests qu'on a fait. Je tiens à préciser que j'enregistre la plupart de ce que je fais pour des raisons internes et que c'est pas diffusé à toute la boîte ou quoi, mais c'est vraiment en interne dans l'équipe research, dans l'équipe design ou avec un PM en particulier. On s'autorise à partager parce que c'est important. C'est important de vivre le feedback avec les gens qui l'ont dit. Et puis je te coupe, mais pour l'avoir testé aussi dans mon ancienne boîte et de le partager avec des personnes de l'équipe produit qui font pas ça d'habitude, ça a un super impact aussi. Ce que tu disais tout à l'heure, qui est plutôt que de rédiger une phrase et qui a dit voilà le verbatim, c'est plus écoute ce qu'il est en train de dire, t'entends la voix, t'as l'intonation et en fait ça fait mouche dans ta tête directement et c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Super. Non, mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire et c'est super. Alors après, comment est-ce qu'on travaille ? Ça a beaucoup évolué. Donc, enfin, on n'est que deux, donc on n'a pas
on met pas en place des process pour rien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, elle avait des squads avec lesquels elle travaillait beaucoup. Et donc, je me suis occupée peut-être dans un premier temps des squads pour qui il n'y avait pas le temps. Donc, on s'est un peu réparti des squads. Après, comme je me suis beaucoup occupée de toute la partie testing, comme on en a parlé, Marlene, elle s'occupait peut-être plus des réflexions long terme, par exemple, essayer de pousser le sujet de comment on adresse les end-users, ce genre de sujet-là auquel on a pas mal réfléchi et elle essayait plutôt de pousser. Donc, si on essaye de faire une distinction, on avait chacune nos squads, on a encore un peu chacune nos squads. Et peut-être que Marlene, elle avait plus des sujets stratégiques et moi, j'avais plus les sujets comment on gère l'opérationnel et comment est-ce qu'on fait rouler l'opérationnel. Bon, après, je dis ça, mais ça l'a jamais empêché de faire des tests, ça m'a jamais empêché de faire des recherches exploratoires. Et là, avec l'arrivée donc on a récemment un nouveau directeur, Product Design et Research. Et donc là, ça va remettre un peu. Il est encore en train en phase d'observation et de voir comment est-ce qu'on travaille et voilà. Mais je pense qu'il y a une nouvelle façon de se répartir le travail qui va être mise en place. Très bien. J'avais une dernière question à te poser, mais en fait, on y a probablement répondu tout au long de cette discussion, qui était un peu de connaître les marges de progression sur lesquelles vous alliez travailler pour améliorer la recherche. En fait, à chaque question que je t'ai posée, tu nous as donné les pistes vers lesquelles tu allais t'améliorer. Il y a, parce que tu viens de dire aussi, tu as un nouveau directeur design qui est là. Donc en fait, je ne vais pas te poser cette question, on a déjà répondu à tout ça. Donc je vais te poser la question de la fin, qui est la même pour tous mes invités, qui est est-ce que tu as des ressources à nous recommander que tu pourrais partager ? Moi, j'en ai une. Je ne sais pas si tu comptes la donner, mais c'est tous les articles que tu as écrits sur Medium que je vais partager parce que je les trouve hyper intéressants si tu ne connais pas la recherche ou si tu veux progresser et si tu veux savoir comment ça marche chez Algolia, parce qu'il y a aussi des articles de tes débuts il y a 1 an où tu rentres un peu dans le détail du testing corner, comment ça a marché, et voilà. Et maintenant, je te laisse la main. Oui, alors... Tu m'avais posé cette question un peu avant qu'on se voit, pour me dire, c'est bien de préparer un peu, si tu as des livres ou quoi. Enfin, je sais pas pourquoi je pensais à des livres et je me suis cherché des livres et je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais appris à faire de la recherche dans un livre. Donc, mais en revanche, beaucoup d'articles. Et donc, ça va être peut-être assez classique, mais il y a vraiment des boîtes qui montrent le chemin. Donc, je sais pas, des articles de recherche sur comment Google Venture fait, comment Spotify fait, comment Facebook fait, comment Airbnb fait, des choses comme ça. Donc, ces boîtes-là, qui sont un peu des grosses boîtes qu'on identifie bien, mais je pense que c'est un peu pareil pour le design. J'ai beaucoup regardé Google, notamment parce que ils commencent à adresser une problématique que j'aime beaucoup, qui est faire des équipes pluridisciplinaires entre la user research et la data science. Et après, il y a des... comment dire, Norman Nielsen, des choses comme ça. J'ai beaucoup écouté Mixed Method au début, qui est un podcast spécialisé sur la user research. Et peut-être un groupe à suivre, je dirais, c'est... tout ce qui est le mouvement Research Ops, donc c'est plus centralisé, c'est moins des techniques pour apprendre à faire des entretiens ou des trucs comme ça, mais c'est des réflexions vraiment, c'est des researchers dans le monde entier qui se sont réunis et qui se sont posés des questions ensemble de ça veut dire quoi être un user researcher. Donc je trouve ça fou. Il y a un Slack, si vous voulez y aller, un Slack hyper fourni dans lequel il y a des channels pour tout, recruter, nanani, nanana, et où régulièrement des gens postent du contenu ou posent des questions et se répondent. Et ils ont des grandes réflexions. Ils organisent des workshops un peu dans le monde entier, en simultané dans plein de villes, dont ils font des restitutions géantes. Et les deux qu'ils ont organisés, c'était... le dernier, en tout cas, c'était sur... c'est quoi les skills d'un user researcher ? C'est quoi un junior, un medium, un senior ? C'est comment on progresse dans cette carrière-là ? Et ils se posent des questions comme ça, fondamentales, que je trouve géniales. Et j'ai vu nulle part ailleurs une communauté professionnelle s'auto-structurer comme ça de façon collaborative. Donc, voilà. Tu pourras m'envoyer le lien, histoire que je le mette dans la description de l'épisode. Ouais. Super. Est-ce que tu as d'autres choses ou pas ? Après, moi, j'ai une liste qui s'appelle articles
Eternal Work in Progress, dans lequel je mets les liens des articles que j'aime bien, mais il y en a beaucoup, donc je pourrais peut-être faire un cherry pick de ça. Avec plaisir. Voilà. Cool. Si des gens veulent te contacter pour te parler, on les renvoie vers où? LinkedIn, Twitter, autre? Comme vous voulez, ouais. Ok, je mettrai les liens. Les deux. Je mettrai les liens dans ta description. Juste avant de finir, je tenais à remercier Noémie qui nous a mis en contact, donc qui est passée chez Algolia depuis que je l'ai interrogé chez Itch. Et voilà. Et puis je te remercie beaucoup, Marine, pour le temps que tu m'as accordé et puis pour cette discussion. Merci beaucoup, c'était très sympa. À très bientôt. À bientôt. Salut. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.